Voilà, le premier procédé qu'on va voir, c'est le procédé de substitution. Alors, la substitution, elle est très simple. Si vous avez en surface, sur des épaisseurs qui ne sont pas trop grandes, sur des épaisseurs modérées, un mauvais sol, la solution la plus simple consiste à enlever ce mauvais sol et le remplacer par donc, un autre sol, un bon matériau d'apport que vous allez compacter. Et c'est ça, la méthode, ça va être une technique qui va être intéressante sur le plan économique. Donc, c'est une technique très simple qui consiste à enlever les mauvais sols et à faire venir un autre matériau sélectionné de meilleure qualité que vous allez mettre en place, que vous allez compacter sur le terrain. La substitution peut être une substitution partielle, comme elle peut être une substitution totale. La substitution totale élimine toute la couche concernée. La substitution partielle ne concerne qu'une partie de la couche. Évidemment, c'est une technique qui marche bien lorsque l'épaisseur du sol à substituer n'est pas trop grande. Alors, dans certains ouvrages également, il consiste tout simplement d'enlever une partie. Par exemple, pour les terrassements pour les sols de plateforme, on vous demande de substituer les sols sur la partie supérieure des terrassements, c'est-à-dire entre 50 cm et maximum peut-être 1 mètre. Suffit pour pouvoir appliquer la technique de substitution. Donc, la substitution peut être ici totale comme elle peut être partielle. Ça dépend de la valeur donc, de tassement résiduel acceptable au niveau donc, de ce mauvais sol qui sera laissé sur place. Le domaine d'application, alors, c'est lorsque les couches compressibles se trouvent en partie supérieure, évidemment. On l'a dit tout à l'heure, lorsque les mauvais sols se trouvent en surface et que l'épaisseur ne soit pas trop grande. Donc, d'habitude, on peut substituer jusqu'à 4 et 5 mètres de profondeur. Au-delà, ça devient trop compliqué. On peut même le faire en présence d'eau, même si la nappe est là, mais au-delà, ça devient encore compliqué. On le voit aussi dans le cadre de la réalisation de plateformes de bâtiments au niveau des aires industrielles. Vous avez remarqué à Diamniadio, par exemple, c'est une technique qui est largement utilisée, qui consiste à enlever, donc sur 2 mètres, 3 mètres de profondeur, ou même 4 mètres de profondeur, ici, les mauvais sols. Les mauvais sols qui sont ici des sols superficiels et qui posent des problèmes spécifiques, notamment des sols compressibles, c'est peut-être des sols très plastiques, ça peut être même des sols gonflants. Par exemple, à Diamniadio, on va avoir donc en partie superficielle des argiles, par exemple, qui sont des argiles gonflantes. Ça peut être des sols qui sont solubles, des sols très riches en CaCO3, des sols qui peuvent être solubles. Ça peut être des sols organiques. Les sols organiques sont également très compressibles. Ça peut être des sols pollués, des matériaux effondrables, des sous-produits industriels. Donc, tous ces types de sols-là, si vous les retrouvez sur place, il y a une solution qui consiste à les enlever et à faire venir un nouveau sol qui sera sélectionné et qui va respecter les conditions exigées en termes de qualité de matériaux. Alors, maintenant, la mise en œuvre. Comment va se faire la mise en œuvre? Alors, la mise en œuvre également n'est pas trop compliquée. Dans le cas où les travaux de terrassement sont réalisés hors d'eau, l'excavation des sols à éliminer peut être exécutée par des moyens très simples, notamment les moyens traditionnels et la substitution réalisée par un matériau d'apport. Alors, l'excavation se fait, les moyens à utiliser en termes d'excavation pour être fonction quand même de l'envergure et bien de la quantité de matériaux à extraire, mais également des conditions du site. Alors, quand il y a par exemple de l'eau, ça va nécessiter des moyens très compliqués. Par contre, en l'absence d'eau,
nappe phréatique, on peut utiliser les moyens traditionnels avec les pelles, hein, les pelles qui peuvent voilà, excaver donc, les matériaux. Par contre, s'il y a de l'eau, on peut utiliser ce qu'on appelle la dragline. La dragline, c'est oui, c'est des pelles, c'est des engins à câble qui sont montés soit sur des chenilles, soit sur un patin, hein, qui permettent donc de pouvoir excaver donc des matériaux meubles, des sols meubles à éliminer, hein, des sols meubles en milieu aquatique. Alors, on peut aussi faire ce qu'on appelle le poinçonnement de la couche molle en apportant ici un matériau de substitution, c'est-à-dire, d'habitude, c'est des enrochements que l'on met en place qui vont pénétrer dans le sol mou et vont le substituer en le refoulant. Ça aussi, c'est une technique qui peut être utilisée, hein, sur les chantiers d'extraction de matériaux, de sol compressible, de mauvais sol. Donc, la substitution, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être une substitution partielle, hein, si le substratum, donc dans cette partie-là, donc la substitution est totale ici, on substitue jusqu'au substratum, comme ça peut être une substitution partielle. Ici, il y a une partie qui reste ici, donc du mauvais sol, du sol mou, et au-dessus, on va construire donc l'épaisseur maintenant des couches qui sera mise en œuvre, ça, vous pouvez vous reporter au GETER, c'est-à-dire le guide des terrassements. Donc, sur les recommandations du GETER, ça vous donnera exactement les épaisseurs à mettre en œuvre, les moyens de compactage, les moyens de contrôle, etc. Tout ça, vous pouvez vous reporter au guide donc, des terrassements routiers qui est très adapté pour ces opérations de Alors, les avantages, les inconvénients et les limites. Donc, la mise en place donc, du procédé de substitution ne comporte que des travaux de terrassement. En réalité, ça ne requiert pas de qualification particulière pour l'entreprise qui la réalise. Donc, ce n'est pas très compliqué. C'est très simple à mettre en œuvre. Peut-être les contraintes, c'est des contraintes que l'on connaît. Donc, la nécessité de trouver des matériaux de bonne qualité à côté du site. Hein? À côté du site, donc, il faut avoir des matériaux de bonne qualité qui sont aptes à être utilisés ici, dans ce contexte-là, et également de trouver un site pour la mise en dépôt des matériaux éliminés. Par exemple, à Diamniadio, les argiles que l'on extrait, évidemment, toujours, il y a des possibilités, il faut chercher toujours des moyens de pouvoir les stocker quelque part. Alors, les principes de dimensionnement. Alors, les principes de base, hein, qui sont classiques, qui ont été utilisés, hein, pour étudier les problèmes de stabilité des remblais, ou bien les problèmes de tassement des remblais, ben, c'est les mêmes méthodes, hein, qu'on va utiliser pour le dimensionnement donc, des couches de substitution. Alors, c'est les mêmes paramètres géotechniques, sur la base des mêmes paramètres géotechniques qu'on a l'habitude donc d'utiliser, hein, compte tenu des matériaux qui sont mis en œuvre. Alors là, peut-être qu'il va falloir faire des contrôles à l'issue des résultats des contrôles, de réexaminer, si nécessaire, le prédimensionnement. Donc, une fois que le prédimensionnement est fait, après, on peut faire un contrôle, hein, un contrôle donc, de la substitution en mesurant un certain nombre de paramètres, et après, essayer donc de le comparer avec ce qui a été prévu lors du prédimensionnement. Les contrôles d'ajustement, ça porte sur la qualité essentiellement du matériau d'abord. Donc ça, on le connaît déjà, sur la qualité des matériaux qui seront là. Ensuite, sur le compactage du matériau. Il y aura des exigences quand même sur la qualité du matériau, en termes de granulométrie, en termes de plasticité, en termes de portance, en termes voilà, de qualité globale, de compressibilité, n'est-ce pas? Donc, du matériau à mettre en place. Mais également en termes de qualité du compactage, parce que c'est des couches qui seront compactées, qui seront densifiées, et donc il va falloir vérifier donc, la qualité du compactage.
D'habitude, on contrôle régulièrement au fur et à mesure que le chantier avance et on prévoit à chaque couche, hein, voilà, d'habitude, chaque couche unitaire d'apport, bien au minimum tous les mètres d'épaisseur, donc des mesures, afin donc de suivre progressivement l'évolution, par exemple, de la densité, l'évolution de la portance. Voilà. Donc, les terrassements réalisés, la réception du remblai sera effectuée par des investigations géotechniques in situ, comme on a l'habitude de réceptionner les couches de plateforme, par exemple, les couches de fondation, évidemment, à l'identique donc de celles qu'on réalise fréquemment sur un site vierge. Hein. D'habitude, c'est les mêmes techniques, hein, d'investigation qu'on utilise pour la réception donc, de ces couches. Maintenant, on va voir les procédés par traitement dans la masse. Alors, le premier procédé qu'on va voir, c'est le préchargement. Donc, on a déjà dit que quand vous avez un sol compressible saturé, la capacité portante de ce sol est très faible. Puisque c'est très faible, alors la solution la plus simple, c'est de faire un remblai de chargement sur ce sol-là. L'objectif ici, c'est d'augmenter la cohésion non drainée. Pourquoi? Parce que quand je le surcharge, il y aura une consolidation primaire partielle. Le fait donc de consolider le sol augmente la cohésion non drainée. Ensuite, ça réduit le tassement. Ça réduit le tassement parce que ça met le matériau dans une situation suffisamment dense, en tout cas dans une situation plus dense qui permet donc de réduire les déformations. Alors maintenant, cette évolution-là, comment ça évolue par exemple la cohésion non drainée? Comment ça peut évoluer le tassement en fonction des charges que je peux appliquer? Bon, je peux utiliser plusieurs types d'essais, notamment l'essai triaxial, consolidé non drainé, et même des essais odométriques pour pouvoir prédire, hein, l'évolution de ce nombre de paramètres, par exemple la cohésion non. Alors, il y a aussi la contrainte du temps. Le temps, pourquoi? Parce que la consolidation, ça prend du temps. La consolidation verticale, elle est très longue, et donc ça prend du temps, et donc le temps est une contrainte ici qu'il faudrait considérer, qu'il faudrait prendre en compte dans la réalisation donc du préchargement. Le principe maintenant du préchargement, il est très simple. On va, comme son nom l'indique, précharger le sol. Donc, avant de faire les travaux sur le sol, une fois qu'on a déjà détecté que c'est un mauvais sol, un sol compressible, avant de construire quoi que ce soit, on vient, on charge le sol. On fait donc un préchargement. Alors, l'objectif ici, c'est de provoquer les tassements avant la construction de l'ouvrage. Donc, si le terrain naturel, il est très compressible, si je mets mon ouvrage au-dessus, ça va subir un tassement énorme. Ce que je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Avant de construire mon ouvrage, je viens, je précharge le sol. Je précharge le sol pour accélérer les tassements. Après, je vais enlever le préchargement, je vais mettre mon ouvrage. Et quand je mettrai mon ouvrage, effectivement, le sol peut-être aura fini de faire l'essentiel de son tassement. Et aussi, j'améliore le sol parce que je le consolide. En le consolidant, je l'améliore, mais également, j'augmente sa portance et ça résiste à les endroits. Vous voyez qu'il y a pas mal d'avantages qui sont liés à cette technique de précharge. Alors, en réalité, c'est une technique de mise en pratique de la théorie de la consolidation. C'est tout simplement une technique qui permet de mettre en pratique la théorie de la consolidation des sols. Alors, là, il faut vérifier d'habitude, avant de pouvoir le faire, il faut vérifier la portance initiale du sol. Il faut faire très attention vis-à-vis de ce préchargement. Ça, c'est pour éviter la rupture. Puisque c'est un sol fin, il faut vérifier la portance avant de précharger. Il ne faut pas mettre une charge au-dessus du sol qui entraîne la rupture, n'est-ce pas? Donc, il faut calculer la portance initiale du sol et donc d'éviter toute rupture due au préchargement. D'habitude, avec un facteur de sécurité de 1,5 à 2,
ça suffit pour éviter la rupture du sol due au préchargement. Alors, si vous avez ce risque-là, si vous avez un risque donc de rupture, mieux vaut mettre le préchargement par étape, n'est-ce pas? Ne pas appliquer directement toute la charge, c'est-à-dire le faire progressivement, étape par étape successive. Le principe toujours, donc comme on l'a dit, accélérer la consolidation. On accélère la consolidation et donc on accélère les tassements. Et là, plusieurs dispositions peuvent être mises en œuvre. Donc, l'installation de systèmes de drainage, avec un maillage de drains verticaux ou bien de tranchées drainantes, ça c'est pour aider le drainage. Ou bien la mise en place d'une surcharge qui excède celle apportée par l'ouvrage. Donc, définitive. Donc, soit je viens, si l'ouvrage apporté est si l'ouvrage doit apporter une charge P0, moi je viens, j'applique une charge P1 avec P1 supérieur à P0. Ça me permet d'accélérer ici la consolidation et donc les tassements. Alors, je peux également installer à côté, ou bien à l'intérieur d'un dispositif, un système de drainage par l'intermédiaire de drains verticaux que l'on met dans le sol pour accélérer tout simplement la consolidation, mais également de tranchées drainantes pour accélérer donc l'évacuation de l'eau et donc accélérer la consolidation et les tasses. Le domaine d'application, on en a parlé tout à l'heure, c'est les dépôts alluvionnaires, tout dépôt constitué donc de sol, fin, mou et compressible et qui peuvent se prêter à ce type donc de traitement, n'est-ce pas? Tous ces types de sols peuvent se prêter donc à ce type de traitement. Alors, il faut juste vérifier un certain nombre de choses. La réalisation préalable des reconnaissances géotechniques, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir une bonne caractérisation géotechnique de ces sols pour éviter les ruptures de sol. Il faut prendre en compte également les déformations dues à la consolidation. Ces déformations, c'est des phénomènes lents. Donc, c'est l'aspect temps qu'on a voulu mettre en exergue tout à l'heure, c'est important. Mais également un dispositif de suivi des déformations et de prévoir un calage. Donc, ces trois éléments-là sont indispensables à tout projet de préchargement. C'est extrêmement important de les retenir. Ça permet donc, voilà, d'avoir une bonne efficacité du préchargement. La mise en œuvre, généralement, en des phases. Alors, d'habitude, on vient sur le terrain. La première étape, c'est de décaper, faire un décapage. On décape le terrain, la partie superficielle. Et après cela, on met en place ce qu'on appelle une plateforme drainante. Une plateforme drainante. Alors, une plateforme drainante, c'est tout simplement une couche de matériaux drainants, une couche de matériaux pulvérulents que l'on met à la surface du terrain, avant tout préchargement. Donc, juste après le décapage, on met en place cette plateforme. Ensuite, on va réaliser les drains verticaux, si évidemment on a décidé de le faire accompagner par des drains verticaux. Après, on met en place l'instrumentation. On a dit on va installer des dispositifs de suivi. Alors, les dispositifs de suivi, c'est des profilomètres, c'est des capteurs de pression interstitielle pour nous donner une idée sur la pression interstitielle. C'est des tassomètres pour mesurer les tassements. Donc, on installe tout ce dispositif-là de façon automatique. On peut les il faut les monter de façon automatique. Alors, si vous ne pouvez pas les faire de façon automatique, là, il va falloir faire un relevé régulier. Il faut faire régulièrement des relevés. Mais si vous avez la possibilité de monter ces dispositifs de façon automatique et de faire un suivi automatique. Avant maintenant de monter le remblai poids, éventuellement d'habitude en plusieurs phases. D'habitude, on met les remblais successivement en plusieurs phases. Donc voilà, les résultats des relevés sont comparés aux résultats que vous avez obtenus sur la base de vos calculs, de vos modèles géotechniques que vous avez utilisés pour calculer. Ensuite, vous allez interpréter. En ce moment, ça vous permet donc de voir quelles sont les actions que vous allez mener pour corriger un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Si c'est nécessaire, en ce moment, vous avez la possibilité d'ajuster exactement au fur et à mesure de l'évolution des travaux, d'ajuster
les charges, d'ajuster les paramètres, de regarder, de suivre l'évolution des résultats afin de vérifier est-ce que les objectifs que vous êtes fixés au début, est-ce que vous êtes en train donc de réaliser ces objectifs. Alors, oui, comme on a dit, il y a des avantages, des inconvénients et des limites. Mais bon, en tout cas, pour cette technique, c'est bien adapté au sol fin et organique. Voilà. Donc, c'est une technique qui est adaptée au sol fin et au sol organique. Alors, maintenant, comme avantage aussi, elle ne nécessite pas la mise en œuvre de moyens techniques particuliers, à part les moyens techniques qu'on utilise dans les chantiers de terrassement, tout simplement. C'est les mêmes engins de terrassement, hein? Pelle, hein? N'est-ce pas? Compacteur, c'est les mêmes engins de terrassement, niveleuse, tout cela, c'est les mêmes engins de terrassement qu'on peut utiliser sur ces chantiers. Donc, ça ne nécessite pas une technique ou une technologie particulière. Alors, vous pouvez améliorer tout cela en associant à ce dispositif-là ce qu'on appelle des drains, hein, un système de drainage vertical qui accélère la consolidation, mais également accélère les délais d'exécution. Hein, ça réduit en réalité les délais d'exécution. Il y a aussi la mise en place de l'instrumentation, comme on a dit tout à l'heure, parce que nous sommes dans la méthode observation. La méthode observation. Alors, les principes de dimensionnement. On va considérer un terrain destiné à recevoir un ouvrage dont le poids en service correspond à P0. Le principe, le procédé consiste à appliquer avant construction une surcharge provisoire P1 telle que P1 supérieure à P0. Donc, j'applique une charge P1 qui est supérieure à P0. Alors, si je dis que S infini correspond au tassement de P0, hein, si j'applique une charge de service P0, si P0, si S infini c'est le tassement à P0, alors pour obtenir ce tassement, il suffit d'appliquer la charge P1 pendant un temps T1. Oui, je peux, hein, parce que S infini c'est le tassement final, c'est le tassement final. Sous l'effet de la charge P0. Sous l'effet de la charge P0, j'ai le tassement infini. Alors, je peux aussi trouver, appliquer une autre charge P1 pendant un temps T1 qui me permet d'avoir le tassement. Donc, si ensuite la surcharge provisoire est enlevée et l'ouvrage construit, j'aurai atteint peut-être 80 ou 90% de mon tassement final. Et donc, ce qui reste des tassements sera négligé. Voilà, par exemple, ici, sur cette figure-là, vous avez P0, la charge de la fondation projetée. Donc, ça donne l'évolution du tassement en fonction du temps. Alors, donc P0 est là. Donc, P1, c'est le chargement admissible. Alors, donc, vous voyez que ici, le S0 là, il est là, c'est le tassement final. Le S final est là, SF, c'est le tassement final. Il est là. Mais ce tassement également, je peux l'avoir en un temps T2, hein, n'est-ce pas, qui, en temps T2, n'est-ce pas, différent donc du temps ici nécessaire pour avoir le tassement final sous P0. Il suffit que j'augmente essentiellement donc la charge pour réduire ce temps-là. Alors, donc ici, en pratique, la surcharge est constituée par le remblai provisoire
ou par des amoncellements donc, de matière pondérante, que ce soit alpha, on met en place le remblai. Parfois même, c'est l'ouvrage lui-même qui sert de préchargement, notamment dans les dispositifs donc, de relevage tels que les réservoirs. Alors, donc, pour raccourcir ce délai de préchargement, la surcharge est souvent appliquée pendant un temps T2 qui est ici inférieur à T1. Pourquoi? Parce que la charge étant beaucoup plus élevée, la charge. Alors, parce que P1 supérieur à P0. De manière à obtenir donc un tassement SU, de telle sorte que, voilà, le tassement final moins le tassement soit acceptable donc pour l'ouvrage. Cela veut dire que tout simplement, j'ai atteint à peu près 90% ou même plus donc du degré de consolidation qui était attendu. Alors, tout cela, on peut l'accompagner par un dispositif de drainage, n'est-ce pas, notamment les drains verticaux. Aujourd'hui, on dit des drains verticaux. Alors, les drains verticaux peuvent être des drains de sable, ça peut être des drains préfabriqués en mèche, en carton, ou bien même des géocomposites. Les géocomposites sont utilisés largement. Donc, voilà, ces drains vont être mis en place dans le sol, de façon statique ou dynamique. Et ensuite, au-dessus de la couche compressible, on va mettre une couche drainante avant la mise en place donc, du préchargement. Donc, tout ça, c'est un drainage associé. Donc, vous voyez que l'avantage de ce drainage associé, c'est d'accélérer la consommation. Donc, les drains verticaux, oui, les drains verticaux peuvent être associés à un préchargement. Ça peut être des drains de sable, ça peut être des géodrains, comme on l'a dit tout à l'heure, les drains verticaux préfabriqués. Hein. Mais bon, leur profondeur est limitée par la nature de l'équipement. Alors d'habitude, on étudie l'exécution des drains, le dimensionnement des réseaux de drains, on y reviendra tout à l'heure. Un critère essentiel, c'est l'espacement entre les drains. C'est un critère qui est important à vérifier, c'est-à-dire l'espacement entre les drains. Hein, le réseau de drains qu'il faut mettre en place. Qu'il faut mettre en place dans un cas réel, dans un cas d'étude, dans un projet réel. Voilà un exemple où vous avez vu le terrain compressible, il est là, avec une épaisseur H. N'est-ce pas? Donc là, on a mis en place, regardez, ces drains verticaux. Voilà. Le drain a un diamètre petit d. Par contre, il faut savoir que chaque drain influence une zone. Hein? N'est-ce pas? Un diamètre influent, un diamètre d'influence. Chaque drain a un diamètre d'influence qui est différent de son diamètre. Donc, vous voyez qu'ici, on a mis des drains de sable, par exemple. Au-dessus, on a mis la couche drainante au-dessus. On l'appelle aussi la plateforme drainante. Vous avez vu? C'est ça qu'on a mis en place. Donc, tout ça, c'est les drains verticaux. Ça, c'est l'argile molle, vous voyez ici. Alors, au-dessus, maintenant, vous pouvez mettre le remblai qui est là. Hein? Vous pouvez mettre le remblai qui est là. Donc, cette partie-là, à gauche, regardez, c'est une partie sans drain verticaux. Cette partie-là, à droite, c'est une partie avec drain verticaux. Donc, et voilà, donc regardez ici pour cette partie avec les drains verticaux, vous avez une consolidation radiale. Donc, vous avez une consolidation radiale en plus de la consolidation verticale. Par contre, ici, vous n'avez qu'une consolidation verticale. Ici, vous avez une consolidation verticale et ici, une consolidation radiale. Hein, ça, c'est radial. Donc, vous avez une consolidation bidimensionnelle. Hein, ici, on a une consolidation unidimensionnelle. Donc, voilà, ici, donc, vous avez la possibilité d'accélérer. Donc, ici, les déformations, hein, l'accélération sera beaucoup plus importante. Ici, pourquoi? Parce qu'il y a ce double drainage-là, ce double consolidation-là, hein, qui est là, verticale et horizontale. Alors, les drains de sable, il faut vérifier leur efficacité, parce que c'est des sables. Donc, il faut que le sable puisse obéir à la condition de filtre pour éviter le colmatage. Hein? Sinon, les particules fines vont quitter, hein, le sol fin ici, vont colmater, les particules fines vont quitter ici, vont colmater, hein, le sable, et en ce moment,
est colmaté et bouché, le sable ne peut plus jouer un rôle de drain. Donc, attention, la granulométrie du sable à utiliser doit respecter la règle des filtres aussi par rapport à l'art. Donc, voilà, il y a plusieurs méthodes d'exécution, plusieurs procédés qui nécessitent parfois de substituer donc, le sol initial. D'habitude, au début, on peut substituer dans les premiers centimètres afin donc de mettre en place la plateforme de la. Alors, je vous présente ici la règle des filtres, par exemple, avec la formule de Terzaghi pour les barrages en terre, dit que le D15 du filtre sur le D85 du sol doit être égal à 9. Ici, la formule de Bertram, ici la formule de Kerezel aussi, qui modifie un peu la formule initiale pour tenir compte de ça qui donne la dimension des grains. Bertram, ici, qui donne ce rapport D15 filtre sur D85 du sol inférieur à 4 à 5, ou bien le D15 du filtre, le rapport, ça aussi inférieur, le D15 du filtre doit être inférieur sur le D15 du sol. Donc, le D15 du filtre sur le D85 du sol doit être inférieur à 4 ou 5, et tout cela doit être inférieur au rapport entre le D15 du filtre et le D15 du sol. Donc, c'est des règles de filtre. Il y a même d'autres règles telles que la règle de l'US Bureau of Reclamation qui dit que le D50 du filtre sur le D50 du sol doit être compris entre 5 et X. Et aussi cette formule de Lackner, D50 du filtre sur D50 du sol entre 3 et 4. Tout ça, c'est des règles de filtre qu'il faut appliquer pour éviter le colmatage. Donc, il faut être très prudent quant au colmatage.